Nous sommes de retour sur le plateau de TU Finance pour cette édition du 1er juin 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page éco avec notre invité Philippe Béchade. Bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour, merci Philippe d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef des publications Agora. On a beaucoup de choses à voir avec vous Philippe ce matin. On va commencer par le ralentissement de l'activité manufacturière en Chine puisque les données PMI qui ont été publiées hier sont ressorties à 48,8 en mai contre 49,2 le mois précédent. C'est toujours sous le seuil des 50 qui marque la différence entre contraction et expansion. Résultat, eh bien, les marchés financiers ont légèrement dégringolé hier. Philippe, comment est-ce qu'on explique que la Chine, la reprise de l'activité économique chinoise ne soit pas si dense que ça, et pourquoi est-ce que cela inquiète les marchés financiers ? Alors l'explication, j'avoue que comme tout le monde s'attendait à un grand redémarrage après le renoncement des autorités à la politique du zéro Covid. On se disait après le nouvel an chinois où ça avait encore maintenu l'activité à des niveaux faibles. Et on se disait donc mars, avril, ça va être les mois du rebond, les Chinois frustrés de ne pas avoir pu consommer, de s'être déplacés, consommer des voyages, vont donc se ruer dans les agences de tourisme, vont réserver des vols par internet et faire leurs petites courses dans les boutiques de luxe. Et c'est pas ça qui se produit. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'instauration d'un système de contrôle social de plus en plus intrusif plombe le moral des gens, mais sans consommation, la Chine, sans consommation interne, la Chine a évidemment du mal à marcher sur ses deux jambes. Et il y en a une de ces deux jambes qui boitait avant et qui boite toujours, c'est les commandes émanant des pays occidentaux, où là on est aussi en ralentissement. On en parlera peut-être, mais notamment en Allemagne, la consommation, je ne trouve pas d'autre mot que s'effondre. Alors effectivement, oui, on est à moins 8 sur un an, c'est effectivement, on en parlera en toute fin d'intervention, en toute fin de votre interview de la problématique que rencontre la dualité, la dichotomie que rencontre actuellement la zone euro entre baisse de l'inflation mais baisse de la consommation. Juste avant, on va revenir sur ce point d'actualité dont les marchés ont fait fi hier mais semble être particulièrement gourmand ce matin. C'est le vote par la Chambre basse du Parlement américain du relèvement du plafond de la dette, ce qui mécaniquement induit que le Sénat va le lire, probablement l'adopter puisque les principaux présidents des groupes politiques du Sénat ont dit qu'ils allaient le faire voter. Du coup, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou quelles vont être les conséquences de ce relèvement du plafond de la dette aux États-Unis selon vous ? Ah, il va y avoir des conséquences, ça personne n'en doute. Rappelez-vous qu'on part il y a 2 mois d'un discours extrêmement ferme de Kevin McCarthy, le leader républicain, en disant c'est fini, la dette, on ne peut plus continuer comme ça, il va falloir geler les dépenses pendant 10 ans, il faut restaurer l'image des États-Unis, un pays qui sait gérer ses finances, etc. Et on gèle les dépenses à plus 1% pendant 10 ans, et puis ça a été finalement 1% pendant 2 ans, et puis finalement hier, on découvre qu'il n'y a plus de plafond de la dette jusqu'en 2025, voilà, alléluia. Tout ça n'était évidemment qu'un jeu de posture, et c'est reparti de plus belle. Et de combien le plafond sera-t-il étendu, personne ne sait plus le dire. On avait tous en tête 33 000 milliards, on va aller probablement très très au-delà. Mais comme c'est de l'argent emprunté, le déficit, comment les Américains vont trouver 730 ou 740 milliards de dollars d'ici fin septembre et 1200 milliards d'ici la fin de l'année? Il y a des entrées fiscales aussi. En fait, toute la problématique, si j'ai bien... Les entrées fiscales, s'il y a un ralentissement économique, et les rentrées fiscales, elles baissent. Hein. Alors, pour l'instant, le ralentissement économique n'est pas encore certain. Non. Le PIB a augmenté. Du coup, par la force des choses, c'est pas encore tout à fait d'actualité. Mais effectivement,
ça pourrait se profiler à l'horizon avec la Fed qui va continuer à augmenter ses taux en 2023 suite à la publication hier du rapport Jolts, dont vous me parliez, qui montre que le marché de l'emploi aux États-Unis reste extrêmement vigoureux. Du coup, effectivement, il y a une crainte. Ceci étant, il y a des rentrées fiscales. Je crois que finalement, c'était sur 15 jours en réalité que cette problématique de plafond de la dette. Pendant 15 jours, les États-Unis attendaient une rentrée fiscale d'ici au 15 juin. En gros, avant de pouvoir. Je reviens sur les. Pour tenir jusqu'au 5 juin. Pour tenir entre le 5 et le 15. En gros, le shutdown, ça aurait été 10 jours. Je vous parlais, moi, de les recettes fiscales permettent d'absorber un accroissement de la dette sur le moyen terme. Non, ça se présente plutôt assez mal. Et en plus de ça, le coût de la dette va passer probablement la barre des 900 milliards, puisque manifestement on s'en va vers une 11e hausse de taux, là, le 15 juin. Donc le coût de la dette est énorme et les recettes fiscales probablement en prendront un coup par rapport à 2022. Donc là, je dirais à l'effet de ciseaux, ça s'annonce bien. Alors justement sur cette problématique de financement de la dette, est-ce que la Réserve fédérale américaine a dit qu'elle ne mettrait pas son nez dedans. Du coup, est-ce que finalement elle va le faire par la force des choses, ou comment est-ce qu'elle pourrait intervenir par ricochet? Est-ce que sont les marchés? Est-ce qu'on peut? Vous avez une théorie alors qui est, je la connais, je vais vous lancer un peu là-dessus. Potentiellement, est-ce que ce sont les marchés financiers qui pourraient absorber cette hausse? Alors, et comment? Le besoin de financement et les émissions du Trésor US, elles vont être massives cet été. Donc ça veut dire que ça va pomper toute l'épargne mondiale, puisque le dollar, évidemment, ça reste la principale monnaie d'échange internationaux. Donc là, ça va pomper toute l'épargne. Mais je pense que ça ne va pas suffire. Donc il y a un moment, il faudra trouver de l'argent quelque part. Alors, soit la Fed, à ce moment-là, se met à monétiser, mais l'inflation, c'est inflationniste, parce que ça détruit le dollar et ça relance la machine inflationniste. Ou alors, faut aller trouver des sous. Et si on est au bout de ce que les grandes institutions peuvent mettre, il y a un moment, il faudra peut-être les obliger à arbitrer des placements actions qui sont, à mon avis, aujourd'hui, on est quand même très très cher. On tient sur 10 titres, sur 500 quand même. 10 titres sur 500 du S&P. La tech. Avec des performances moyennes de ces 10 valeurs qui sont à 30 et quelques pourcents. Mais alors plus. Donc, vous savez quel est le rendement d'Apple, par exemple? Pour amortir son achat d'un titre Apple avec le dividende, c'est 275 ans. C'est beaucoup. Voilà. Donc il y a un moment, entre 0,05% de rendement et 5,5% de rendement sans risque. Ouais, parce que ce que vous nous dites en fait, en réalité, si je mets bout à bout tout ce que vous nous dites en gros, avec la hausse des taux directeurs, l'économie américaine va entrer en récession, ce qui est assez probable. Du coup, par la force des choses, les valorisations des entreprises vont tomber. Donc, par la force des choses, le rendement des actions également, ce qui laisserait de la place, et donc les investisseurs vont arbitrer entre des obligations souveraines, des obligations d'État rémunérées à 5,25, là on est à 4,75,5, la fourchette c'est 5,25 sur le 6 mois, 5,30 sur du coup, un an, inévitablement, l'épargne des Américains et l'épargne des épargnants mondiaux, finalement par la force des choses, sera dirigée de la classe action vers la classe obligataire. Donc c'est comme ça que vous pensez que le financement de la dette américaine va se faire, en fait. Pourrait se faire. Si je réduis ma poche action, que je repasse de 60 à 40, ça pourrait suffire, effectivement. Je pourrais trouver, effectivement, 1000 milliards, et qui seront d'ailleurs bien placés, bien au chaud. Si j'ai bâti mon portefeuille de façon un petit peu dynamique aujourd'hui, donc j'ai surpondéré les 10 premières capitalisations du Nasdaq, j'ai donc une performance de plus de 30% depuis le 1er janvier. Je peux rajouter, pro rata temporis, je peux rajouter au moins 3,5 avec des placements à rendement garanti.
Donc une année à 33%, bon, l'année dernière, c'est vrai que ça avait perdu 32, mais voilà. Ouais, Je veux bien là me placer là un peu en monétaire et je verrai à l'automne, à la rentrée, comment ça se passe. Eh ben, écoutez, on entend bien ce que vous dites, Philippe. Une dernière question, on est pris par le temps. On va parler de l'inflation en zone euro. Alors toutes les statistiques ont été publiées dans les principales économies. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni montrent que l'inflation baisse. Ceci étant, Luis de Guido, vice-président de la BCE, lance une alerte, dit attention, la lutte contre l'inflation est loin d'être gagnée. Du coup, par la force des choses, la BCE va continuer à augmenter ses taux directeurs. Est-ce que selon vous, dans un premier temps, est-ce que cette baisse observée de l'inflation au mois de mai va durer, selon vous? Alors, il y a une baisse de l'inflation, évidemment. On voit un petit peu les prix des carburants baisser à la pompe. Alors, c'est bizarrement beaucoup plus lent en France que chez nos voisins. Bon, c'est pas le sujet, mais en tout cas, voilà, je le dis au passage. Les prix alimentaires, ils ont également commencé à baisser, là aussi, plus tardivement que chez nos voisins, là aussi. Un mystère ou une particularité franco-française. Mais l'inflation reste la moins élevée, à part en Espagne où elle est à 3,6 ou 3,8, sinon l'inflation reste la moins élevée en France. En Allemagne, elle est à 6,7, ouais, mais attention, au Royaume-Uni, elle est à 8,7, etc. L'inflation, vous savez que le mode de calcul... L'Allemagne, elle est à 7,6%. Oui, mais enfin, en France, on a un mode de calcul de l'inflation qui ne reflète pas réellement le coût de la vie pour les ménages, on va dire, pour satisfaire tous les besoins primaires. L'inflation, il y a un effet de base qui est évidemment très important par rapport à avril 2022. Le conflit vient d'éclater en Ukraine, bref, tous les prix alimentaires se sont envolés. Donc on a un effet de base évidemment favorable pour le calcul de l'inflation, ce qui ne veut pas dire que par rapport à avril 2022, les prix ont baissé. C'est le rythme de l'inflation qui ralentit. C'est pas la même chose. Ouais, c'est février la guerre. Ça veut dire que le caddie d'un ménage gagnant 2000 € par mois, il a tendance à s'alléger. Et on l'a vu comme en Allemagne, où la consommation sur un an est en chute de 8,8%. L'essentiel étant que les gens, effectivement, ils gaspillent plus rien en nourriture. Oui, effectivement, les arbitrages sont faits par... alors maintenant, le consommateur lambda sait arbitrer comme un financier arbitre entre actions, obligations, etc. etc. C'est peut-être très bien, ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup moins de gâchis quand on achète une barquette et que c'est 12 parts et qu'on en achetait 3 ou 4 parce qu'on n'avait pas tout mangé. Là, je crois que le gaspillage... on gaspille moins. Donc, on gaspille moins, on réfléchit mieux, mais donc du coup, par la force des choses, est-ce que ça va continuer à baisser? C'était ça ma question. Oui, parce que, par exemple, un ménage qui est endetté, vous connaissez le coût aujourd'hui de l'endettement. Lequel? L'endettement dans le projet immobilier? Voilà, alors, projet immobilier, il n'y a plus de crédit, donc là c'est réglé. Pour acheter un véhicule, on est sur des taux à plus de 5%. Les crédits revolving, alors je rappelle, en Europe je ne connais pas exactement le taux moyen chargé sur les cartes de crédit, mais ça doit être de l'ordre de 16%. Aux États-Unis, en moyenne, je dis bien en moyenne, aujourd'hui, l'argent, les facilités de caisse, et ce qui permet aux gens de boucler la fin de mois alors qu'ils n'en ont pas les moyens, l'argent est à 24%. 24%. C'était 16 l'année dernière. Bon, c'était déjà cher, vous me direz, mais 24. Donc tout est comme ça. Et si vous êtes en France petit propriétaire, je ne vous parle pas de personnes qui possèdent plusieurs immeubles dans Paris. Bon, eux, ils sont rares. Ils vont quand même, prendre sévère avec les 52% de hausse des impôts, enfin de la taxe foncière, plus la revalorisation du foncier qui est de 7%, donc 52 plus 7, ça fait 59. Ça touche les très riches, mais ça va aussi toucher les gens qui ont un petit appartement qu'ils ont hérité c'est appartement familial. Vous avez des villes, et beaucoup de villes, où la taxe foncière va augmenter de 25%.
alors que les propriétaires ne sont pas du tout des riches. Donc en fait, ce que vous nous dites, pour rester sur la thématique inflation, que finalement, par la force des choses, l'inflation va baisser, mais que d'autres facteurs exogènes pourraient peser sur le portefeuille des ménages. Alors on peut supprimer le conditionnel. Ça va peser, évidemment. Mais je dis que là, l'un des principaux problèmes, c'est que là, il n'y a plus de crédit pour les particuliers et il n'y en a plus non plus, ou il y en aura beaucoup moins pour les entreprises. Et ça, c'est peut-être même plus problématique à mes yeux que le fait que les gens vont être obligés de se serrer la ceinture. Bon, ça fait des années et des années que les gens se serrent la ceinture, c'est toujours les mêmes d'ailleurs qui se serrent la ceinture. Et là, les entreprises, avec le coût du crédit qui va encore augmenter, je dis que là, on a aussi d'autres problèmes dans le scope. Ok, très clair. Bah écoutez, d'autres problèmes dans le scope, et bah, vous reviendrez les commenter tout au long de cet exercice 2023. Voilà votre interview. Merci Philippe d'avoir été avec nous ce matin. Philippe Béchat, vous êtes rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Et on vous retrouve également tous les mois sur notre plateau pour l'émission Venez, on va s'expliquer hier consacrée à la transition énergétique. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté. On se retrouve pour la suite et la fin de cette émission du 1er juin. Tout de suite sur TV Finance.